De l'histoire. Xavier Mauduit. Notre-Dame de Parchemin, histoire d'une bibliothèque médiévale. Est-il possible d'imaginer qu'une cathédrale soit, en même temps, une bibliothèque? Les livres sont présents dans les églises, on le sait, avec la Bible sur l'autel et puis un vieux missel abandonné sur un banc. Mais dans le cas de Notre-Dame, que de trésors, des manuscrits médiévaux et pas des moindres. Une bibliothèque, une cathédrale, que nous allons feuilleter. Vous savez, ces merveilles insoupçonnées, nous savions qu'elles existaient. Notre effort a porté d'abord à rechercher, bien sûr, à récupérer et à présenter ce que nous pouvions trouver sur place ou chez des collectionneurs ou chez des particuliers. Notre but essentiel est de mettre en relief plutôt l'histoire que le monument, que l'archéologie, qui embrasse toute l'histoire de France, qui s'intègre à la vie de Paris. Nous étions en 1968, Pierre Joly, le conservateur du musée de Notre-Dame, c'était dans le journal de Paris, parce qu'il faut bien le rappeler, Notre-Dame, on pense souvent au bâtiment, alors on pense à la pierre, parce que c'est ce qu'on voit en premier. La charpente, pourquoi pas, on la voit pas trop, mais on sait qu'elle est là sous la couverture, les vitraux aussi, et puis il y a tout le reste. Bonjour Yann Sordet. Bonjour. Vous êtes conservateur général des bibliothèques, c'est la bibliothèque Mazarine et celle de l'Institut de France. Et pour réfléchir tous ensemble autour du parchemin à Notre-Dame, Émilie Cotreau-Gabillet, bonjour. Bonjour. Maîtresse de conférences en histoire médiévale de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et Séverine Lepas, bonjour. Bonjour. Directrice et conservatrice du musée de Cluny. Non mais ce n'est pas simplement qu'un bâtiment, Notre-Dame, hein. C'est aussi un vécu, ce sont des gens, c'est une activité, c'est une effervescence, et pas seulement pendant la messe. Il faut bien rappeler tout cela, Séverine Lepas. Tout à fait. Et quand nous avons souhaité faire une saison culturelle au musée de Cluny dédiée à Notre-Dame, puisque évidemment on associe le musée de Cluny évidemment aux sculptures, on a souhaité faire appel aux grands spécialistes de la bibliothèque de Notre-Dame, Charlotte de Noël, qui est conservatrice au département des manuscrits, qui depuis plus d'une vingtaine d'années travaille sur ce fonds présent à la Bibliothèque nationale de France, mais aussi Yann Sordet qui pourra nous en parler, et toute l'équipe de scientifiques dont Émilie Cotreau est une très bonne représentante, autour d'un projet numérique de numérisation de registres récapitulaires. Bref, il y avait une actualité qui ne vient pas de nulle part, depuis 20 ans. Les chercheurs, qu'il s'agisse d'universitaires, d'historiens, de bibliothécaires, travaillent sur cette question de la bibliothèque Notre-Dame, et le musée de Cluny, très modestement depuis mi-novembre et jusqu'à mi-mars, donne une sorte de petite fenêtre à cette actualité essentiellement érudite, mais qui, je l'espère, par la beauté des manuscrits et surtout l'importance intellectuelle, donnera à comprendre au grand public ce que pouvait être cette bibliothèque. Feuilleter Notre-Dame, chef-d'œuvre de la bibliothèque médiévale. Charlotte de Noël sera avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Charlotte de Noël, conservatrice en chef et chef du service des manuscrits médiévaux et de la Renaissance à la Bibliothèque nationale de France, mais conservatrice et commissaire pour l'exposition Feuilleter Notre-Dame. Et depuis le musée de Cluny, nous allons pouvoir avec elle avoir des focus sur certaines pièces, parce qu'on parle de bibliothèque ici. Yann Sordet, ça veut dire quoi bibliothèque quand on parle de cathédrale ? Oui, alors on parle de bibliothèque, mais je pense qu'il faudrait plutôt parler de bibliothèque au pluriel, parce que la présence des livres à Notre-Dame, elle commence à être documentée au XIe siècle. On a des preuves de l'existence à partir du XIIIe siècle, des preuves assurées, des preuves de l'existence d'abord d'une importante bibliothèque qui va croître jusqu'à la Révolution. C'est la bibliothèque du chapitre cathédrale. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Il y a d'autres bibliothèques. Il y a une collection de livres rares dans le trésor de Notre-Dame qui voisine avec des pièces d'orfèvrerie, qui voisine avec des pièces de textile, et un certain nombre de livres ont vocation à rejoindre ce trésor de Notre-Dame qui fait l'objet d'inventaires particuliers, qui fait l'objet d'une gestion particulière. Il y a aussi quelques petites bibliothèques, et je pense qu'Émilie en parlera, quelques petites bibliothèques, ce sont les collections de livres de chœur, de livres en usage, les antiphonaires, les graduels, les missels, qui se trouvent dans l'espace même de la nef de la cathédrale et de ses chapelles, et qui sont des livres d'usage. Et puis, n'oublions pas que Notre-Dame, ça n'est pas une cathédrale, c'est un cloître cathédral, avec d'autres sanctuaires, Saint-Jean-le-Grand, Saint-Denis-du-Pas, qui ont aussi
des petites bibliothèques qui peuvent avoir des usages spécifiques. Et Notre-Dame, c'est enfin une communauté d'hommes, ces chanoines, une cinquantaine, 51 chanoines qui, pour l'essentiel, résident dans le cloître, et un certain nombre de ces chanoines ont développé des bibliothèques particulièrement intéressantes au Moyen-Âge, à la Renaissance, un petit peu plus tard. Certaines de ces bibliothèques personnelles de chanoines vont enrichir la grande bibliothèque capitulaire, la bibliothèque du chapitre, mais d'autres vont connaître d'autres itinéraires. Émilie Cotreau, il y a des livres partout quand on se balade. Mais Notre-Dame, on pense bien sûr à la cathédrale et on l'entend avec ce qui vient de nous être expliqué. C'est un petit labyrinthe tout ça, il n'y a pas que le bâtiment cathédral. Non, et les livres sont en effet partout, à la fois dans la cathédrale elle-même, c'est-à-dire dans le chœur. On a des inventaires de livres qui sont dans le chœur, dans le chevet aussi. On a des livres qui sont dans les chapelles, dans chacune des chapelles. Pour le début du XVe siècle, on a à peu près 137 volumes rien que dans les chapelles, une quarantaine dans le chœur, une quarantaine dans le trésor. Il y en a aussi dans le revestiaire qui est la sacristie. Donc il y a des livres en effet partout, et puis il y en a en effet dans les maisons des chanoines. Un certain nombre de chanoines ont des collections qui peuvent aller de quelques dizaines à plus d'une centaine de volumes. Il y en a aussi probablement, enfin c'est sûr, dans le palais épiscopal, dans la chapelle épiscopale, et puis en effet dans ces édifices religieux qui font partie de l'enclos canonial, mais qui sont reliés à Notre-Dame et qui ont aussi, ne serait-ce que des volumes liturgiques. Donc en effet, il y a des livres partout. Bon, alors, d'accord, je peux voir chez un chanoine des livres, ils sont chez lui, on va dire, dans sa pièce, dans sa cellule. Mais alors les livres qui sont dans la cathédrale, dans les chapelles ou dans le chœur, ils risquent pas d'être volés, ceux-là? Alors, pardon. Il y en a qui sont enchaînés. On a notamment un inventeur du chœur de 1400, enfin du début du XVe siècle, qui explique que les livres sont enchaînés. On nous dit voilà, à droite du chœur, il y a tel livre qui s'est enchaîné, à gauche également. Il y en a dans la bibliothèque, et je laisse Yann Sordet poursuivre. Oui, alors il y a la problématique du départ et de la disparition ou de la désinvolture des usagers des livres est une problématique récurrente qui est documentée à Notre-Dame au XIIe, au XIIIe siècle. C'est ce qui explique la nécessité d'enchaîner certains livres, les enchaîner non pas pour les emprisonner, mais pour justement les mettre à la disposition de tous. Ce sont des livres dont l'usage est collectif qui se trouvent enchaînés. Et puis il y a des livres qui disparaissent, qu'on ne retrouvera pas. Il y a des livres aussi qui font l'objet d'emprunts qu'on réclame assez régulièrement. Voilà, j'ai un exemple que j'ai en tête qui est assez intéressant. La bibliothèque du chapitre Notre-Dame nous a notamment transmis un certain nombre de dossiers relatifs au procès de Jeanne d'Arc et à son procès de réhabilitation. Eh bien, les manuscrits du procès de Jeanne d'Arc sont empruntés au début du XVIe siècle par un magistrat du Parlement de Paris, et il faut un demi-siècle pour que le chapitre obtienne la restitution de cet emprunt un peu désinvolte. Donc c'est la nécessité de sanctuariser, de sécuriser la présence des livres explique toute une série de dispositifs dont les inventaires font partie. Quand on pense aux manuscrits médiévaux, on voit tout de suite les enluminures, mais Séverine Le Pape, il n'y a pas que ça, bien sûr, parce que ce sont vraiment des livres utilisés, donc le texte ici est très important. En fait, c'est quel type de livre? Est-ce qu'on a du manuscrit précieux? Est-ce que l'on a de l'ouvrage pour tous les jours? De ce qu'on arrive déjà à comprendre, de ce qui nous est parvenu, puisqu'en fait, là, ce sont les travaux conjoints des chercheurs comme Émilie et puis des bibliothécaires, puisque les manuscrits eux-mêmes comportent des indices qui peuvent nous faire dire qu'ils ont appartenu à Notre-Dame, plus les inventaires, etc. On peine à savoir vraiment quelle est la quantité, et quand on la mesure, on est sur, pour l'époque médiévale, on est sur à peu près 300 manuscrits, 300 ouvrages. À la même époque, la bibliothèque, par exemple, de l'abbaye de Saint-Denis, c'est 1500, 1600. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de manques parce que justement la circulation de manuscrits à Notre-Dame était plus importante qu'ailleurs, ou est-ce que finalement c'était un petit endroit? Il n'y avait pas de scriptorium aussi, faut quand même le dire. Pas de scriptorium, c'est-à-dire pas de professionnels, enfin on va dire de clercs qui étaient sur place et qui copiaient pour abonder la bibliothèque, sans doute parce qu'elle était toute proche en fait déjà de professionnels, laïcs ou clercs, en dehors de la cathédrale, qui eux étaient dans le monde du livre, puisque, on va en parler plus tard,
la cathédrale est juste à côté de l'université de Paris, en tout cas au XIIIe siècle. Donc cette porosité, elle s'explique aussi comme ça. Donc il y a toutes sortes de livres. Il y a des livres évidemment liturgiques, c'est la première des choses. Et on pense qu'ils sont là dès l'origine en fait de la cathédrale parce que la fonction crée le besoin. On a besoin de missel, on a besoin de textes liturgiques pour pouvoir correctement faire la messe. Et les messes sont constantes. C'est pas une messe par jour, c'est une dizaine, vingtaine, trentaine de messes parfois par jour au sein de la cathédrale dans les différentes chapelles. On a évidemment des ouvrages qui vont être des ouvrages plutôt théologiques, de réflexion, des commentaires aussi théologiques très importants. L'exposition en montre un certain nombre, les épîtres à Saint Paul de Pierre Lombard qui sont des textes très très lus. On a ensuite des écrits plus politiques. C'est vrai que nos chanoines et les évêques aussi, surtout les évêques, ont eu des rôles politiques à jouer. Et puis, effectivement, ces ouvrages peuvent recevoir ou pas de l'enluminure, de la décoration. Avec tous ces ouvrages, et bien sûr c'est fascinant parce que ce sont des ouvrages qui nous viennent du Moyen-Âge. En plus, ils étaient à Notre-Dame, donc ça crée bien une émotion. Mais il faut les imaginer dans leur contexte. C'est ça qui est vraiment important, de voir là où ils se trouvaient. Et vous venez de le dire, Séverine Le Pape, il y a ces ouvrages liturgiques. On va commencer par la base quand même, parce que nous sommes dans une cathédrale, c'est ce qu'on attend. Avec ici, et on l'évoquait, Charlotte de Noël, donc conservatrice à la BNF et puis commissaire de l'exposition feuilletée à Notre-Dame, qui va nous présenter, ça c'est vraiment le cœur de ce que l'on peut attendre dans une cathédrale, ce sont les livres liturgiques. Il y en a 2 présentés côte à côte dans l'exposition qui viennent d'entrer dans les collections. Donc direction Cluny, on retrouve Charlotte de Noël. Juste je précise, Charlotte de Noël, pour auditeurs, auditrices, Charlotte de Noël est sourde de naissance, donc elle nous fait l'honneur de nous raconter devant ces manuscrits ce à quoi nous avons affaire. Alors, ici, vous avez 2 manuscrits liturgiques de Notre-Dame qui ont été récemment achetés par la Bibliothèque nationale de France grâce à un mécénat. C'est des manuscrits liturgiques qui se sont trouvés à Notre-Dame au Moyen-Âge, qui sont sortis des collections de Notre-Dame à l'époque moderne, sous l'Ancien Régime. Ce sont des témoins extraordinaires de la liturgie de Notre-Dame, puisque vous avez là un missel des environs 1400 à l'usage liturgique de Notre-Dame de Paris, donc qui fournit d'indications liturgiques sur les fêtes qui s'étaient célébrées à Notre-Dame, les processions à Notre-Dame. Le missel, en fait, est vraiment le livre du célébrant qui contient toutes les lectures de la messe. C'est l'équivalent de notre missel actuel. Voilà, il est copié avec des feuillets sur des feuillets de parchemin. Donc le parchemin, évidemment, est beaucoup plus épais que le papier. Donc ça donne une impression, évidemment, de volume plus importante. C'est des objets de luxe, non seulement parce qu'ils sont très gros, mais parce qu'il y a beaucoup de feuillets de parchemin qui coûtaient cher. Et puis il fallait aussi beaucoup de copistes et d'enlumineurs pour fabriquer ces manuscrits. Donc ce sont des objets de luxe, de prestige, comme les objets d'art du Moyen-Âge. Ici, nous avons donc des objets de luxe, de prestige, nous disait Charlotte de Noël. Yann Sordet, un missel, c'est bien utile pour dire la messe, mais il n'a pas besoin d'être de luxe ou de prestige en soi. Oui, effectivement, il y a des livres beaucoup plus ordinaires. Les volumes que Charlotte de Noël vient de nous présenter sont des œuvres d'art. Mais il y a un vrai paradoxe qui entoure le sort des livres liturgiques à Notre-Dame. On imagine volontiers que Notre-Dame, c'est un écosystème, donc un certain nombre de livres sont en usage dans le chœur, dans la sacristie, dans l'une ou l'autre chapelle, et puis lorsque la liturgie évolue, on change le sanctoral, de nouveaux saints arrivent, des saints disparaissent, on adapte, on introduit d'autres chants, on réforme la prosodie, etc. Donc ça nécessite de nouveaux supports liturgiques dont de nouveaux livres sont réalisés, sont commandés et remplacent les anciens. Donc on suppose volontiers que les anciens vont migrer, ils sont plus en usage. On va les transférer soit dans le trésor, a priori pour les plus luxueux, le luxe de reliure, luxe de l'enluminure, ou alors on va les transférer dans la bibliothèque capitulaire. Et en fait, le constat que nous avons fait il y a quelques années, et j'ai à l'esprit donc une exposition que nous avions organisée en 2013 à l'occasion des 850 ans de la pose de la première pierre de la cathédrale actuelle, la cathédrale gothique.
une exposition qui a été faite dans un contexte qui était différent de celui des vastes projets de recherche qui sont conduits ou qui sont en voie d'achèvement ici. Le constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, c'est la bibliothèque capitulaire et la bibliothèque du Trésor n'ont conservé qu'une partie de ces livres liturgiques. Certains ont disparu. Leur caducité n'a pas forcément eu pour conséquence leur sanctuarisation dans l'une ou l'autre bibliothèque. Certains sont sortis, certains ont circulé. On a retrouvé un certain nombre de manuscrits liturgiques de Notre-Dame mis à disposition d'églises cathédrale du sud de l'Italie, et même lorsque le livre imprimé, lorsque l'imprimerie vient en renfort de la production liturgique, à partir des années 1480, le premier missel imprimé à l'usage de l'église de Paris, c'est 1481. Mais même à partir du moment où on rentre dans un système de production imprimé, donc plusieurs exemplaires, donc a priori plusieurs exemplaires conservables, eh bien le constat qu'on fait, c'est que nos bibliothèques ont très rarement conservé ces graduels, ces antiphonaires, ces missels, ces bréviaires. Et la part que nous conservons aujourd'hui, la part que nous étudions aujourd'hui est de toute évidence extrêmement réduite par rapport à l'ensemble du corpus qui a été produit et qui a été utilisé à Notre-Dame. Yann Sordel, l'exposition que vous évoquiez, c'est les livres de Notre-Dame à la bibliothèque Mazarine en 2012-2013 avec ce mot que vous avez utilisé, prosodie. Prosodie, c'est quoi? C'est un rapport avec la musique, c'est ça? Oui, d'abord avec le texte, c'est le rythme du texte. D'accord. Qui doit dicter ou pas une structuration musicale particulière. Et d'ailleurs, on va sans doute pas rentrer dans ces détails-là, mais parmi les grands conflits de liturgistes, notamment à la fin du Moyen-Âge, il y a celui justement de la prosodie. Est-ce que la musique composée à Notre-Dame doit intégrer la nouvelle science humaniste qui repose sur une intelligence de la prosodie, la séquence des syllabes longues, courtes, etc., telles que les humanistes viennent de révéler telle qu'elle doit être, ce qu'elle doit être en référence au latin classique, ou alors est-ce que cette prosodie et cette musique doit plutôt être fidèle aux traditions du plain chant médiéval? Ben oui, parce que ces ouvrages ont une date de péremption, je le dis de manière un peu grossière. Mais Émilie Cottereau, il y a de ça, ils sont plus utiles à un moment, ces livres-là. Ce n'est pas le même rapport de ces gens du passé avec le livre que nous avons aujourd'hui, avec ces trésors de notre patrimoine. Ils ne le vivent pas de la même manière. Donc si le livre n'est plus utile, il faut qu'il trouve une autre vie. Oui, mais il faut reconnaître que c'était un peu étonnant. Enfin, pour ma part, quand j'ai commencé à travailler sur le Trésor, je ne pensais pas qu'on allait, en effet, évacuer des livres du Trésor. Il y a par exemple des mentions des registres capitulaires qui évoquent le fait qu'on a besoin d'acheter des antiphonaires et donc on vend des missels du Trésor pour récupérer de l'argent. Donc il n'y a pas cette dimension de sacralité, notamment des livres liturgiques du Trésor que moi j'attendais un peu, mais on en avait discuté avec Yann Sordel, et en effet, dès le Moyen-Âge, et puis ensuite, il n'y a pas cette dimension-là, et en effet, ces livres vivent leur vie ensuite. Certains sont même sans doute détruits. Voilà, ce qui nous semble un peu étonnant, et c'est en effet sans doute un autre rapport au livre que le nôtre aujourd'hui. Séverine Le Pape sur ce rapport au livre, et il est très différent, ce rapport au livre à aujourd'hui, au livre et à l'image, parce qu'il faut vraiment rappeler que ces livres sont porteurs d'images bien souvent. Leur sacralité est à réfléchir, et c'est vraiment pertinent de voir que nous les sacralisons parce qu'ils appartiennent au patrimoine, c'est notre émotion à nous. La sacralité des gens du passé par rapport au livre n'est pas la même. Je pense qu'il y a une sacralité évidente, mais peut-être pour des ouvrages en particulier, ou pour l'ouvrage en tant qu'il est, mais le corpus en tant que tel, ou le fond, la définition du fond, comme un ensemble de collections qu'il faut garder, c'est quelque chose qui se construit, à mon avis, très progressivement. Et on voit bien, on y reviendra peut-être, que 1756, le chapitre vend 300 manuscrits à la Bibliothèque royale. Alors on dit que c'est pour, évidemment, satisfaire à des besoins financiers, il faut financer la construction de la sacristie, donc on vend ces 300 manuscrits qui, fort heureusement, du coup, vont à la Bibliothèque royale et sont conservés pour toujours. Alors on s'interroge, est-ce que ce chapitre n'a aucune idée, aucune conscience de ce qu'il est en train de faire, uniquement mu par des contingences matérielles et financières?
À l'inverse, est-ce que la Bibliothèque royale n'est pas en train de se dire que c'est important ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire de pouvoir acheter quelque chose qui va devenir un embryon fondamental? Je pense que ces questions de patrimonialisation, qui sont absolument intéressantes et captivantes, se construisent quand même dès le Moyen-Âge. Et puis, je parlais du livre individuel. Moi, je ne peux pas, retenir, enfin, ne pas évoquer ce psautier qu'on montre dans l'exposition, qui est un psautier du XIIe siècle, je crois, des années 1140, 1150. On a mis en exergue dans l'exposition l'inscription. Il y a une inscription qui dit « Ce psautier est à Notre-Dame de Paris ». Que celui qui le vole soit frappé d'anathème. Donc il y a quand même une forme de sacralité quand même. Mais j'ai en plus envie de dire de l'objet lui-même et peut-être pas forcément la question de la collection en tant que telle. 1756, c'est intéressant de voir qu'au XVIIIe siècle, le chapitre de Notre-Dame vend des centaines de ses ouvrages. Là, comme on l'a bien dit, il y a plusieurs bibliothèques. C'est la bibliothèque du chapitre. Il reste d'autres bibliothèques, notamment dans le Trésor. Yann Sordet, pour ça que je comprends très bien maintenant pourquoi vous avez commencé l'émission en disant on ne va pas parler de la bibliothèque, on va parler des bibliothèques de Notre-Dame. Oui, tout à fait, d'autant qu'il y a une certaine circulation entre l'une et l'autre de ces bibliothèques-là. Mais je voudrais revenir sur la question de la sortie. L'histoire des bibliothèques, c'est aussi l'histoire des entrées. Quelles sont les modalités d'entrée, quelles sont les raisons d'intégration de tel ou tel manuscrit, de tel ou tel livre plus ou moins rare à tel moment. Mais c'est aussi l'histoire de ces sorties. Donc la vente évoquée par Séverine de 1756, c'est un événement marquant qu'on a presque tendance, et il n'y a aucune ironie de ma part, mais à considérer comme un peu précurseur. La bibliothèque du roi en 1756 intègre 301 manuscrits venant de Notre-Dame de Paris. La sélection est prodigieuse. De toute évidence, la sélection a été faite principalement sur l'initiative des bibliothécaires du roi, il ne s'agit pas vraiment d'une proposition du bibliothécaire de Notre-Dame, qui n'est pas un très grand personnage à l'époque. D'ailleurs, on effectue cette vente alors que Armand Victor Guichon, qui est le dernier très grand bibliothécaire de Notre-Dame, il y a eu quelques grands bibliothécaires, des géants bibliothécaires à Notre-Dame. Armand Victor Guichon ne règne plus sur la collection. Mais cet ensemble de 300 manuscrits, c'est 3 romans de la Rose, je crois. C'est au moins 2 manuscrits des 7e et 8e siècles de l'histoire des Francs de Grégoire de Tours. Donc ce sont des manuscrits extrêmement importants pour l'histoire nationale et qui vont constituer l'un des socles patrimoniaux du futur département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Mais des ventes, il y en a eu. Elles sont documentées dès le XVe siècle, parfois de manière surprenante. Un de ces évêques de Paris qui lègue leurs livres à la bibliothèque capitulaire, c'est Louis de Beaumont. C'est un legs qui date de 1492. À peine 5 ans après, en 1497, le chapitre vend des manuscrits de Louis de Beaumont parce qu'il y a tel ou tel élément de la charpente dans la sacristie qui est à rénover. La bibliothèque fonctionne aussi comme une réserve dans un modèle économique qui explique ces soustractions. Mais Émilie Cottereau, on l'entend, il y a des ouvrages qui n'ont rien de liturgique dans cette histoire-là, parce que vous venez de citer des trucs de chevalerie, on se dit dans une bibliothèque liturgique, qu'est-ce que ça vient faire là? On va lire le roman de la Rose à Notre-Dame. Comment en fait arrivent ces ouvrages qui peuvent nous étonner? C'est ça, ce sont ces legs des différents chanoines qui eux avaient besoin de lire pour connaître le monde. Oui, alors il y a en effet dans les bibliothèques des chanoines des ouvrages qui ne sont pas que liturgiques ou théologiques, etc. Il y a en effet toute une série d'autres ouvrages. Alors pour la plupart, je pense qu'ils arrivent toutefois dans les collections ultérieurement. C'est-à-dire que pour le Moyen-Âge, finalement, pour la bibliothèque capitulaire, on a très peu d'informations. On a des listes qui ne sont même pas vraiment des inventaires, qui datent donc de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et là, pour le coup, on a
essentiellement des livres religieux, des livres de la Bible, des commentaires, etc. Et on n'a pas d'autres informations. Et puis on a donc ces livres du cœur, des livres du trésor, qui sont pour le coup essentiellement des livres liturgiques. Donc on a en effet dans les collections des chanoines d'autres types de livres, mais la bibliothèque va, et je pense que Yann Sordet ou Séverine pourront le dire, elle va aussi beaucoup s'enrichir de livres médiévaux, mais qui arrivent à l'époque moderne, et il y a notamment ce type de livre qui arrive à ce moment-là. Eh oui, Séverine Le Pape, c'est ça, c'est une histoire de transmission à travers les âges, c'est-à-dire que les livres qui viennent du Moyen-Âge ont vécu une vie avant d'arriver à Notre-Dame. Oui, tout à fait. Alors moi, je citerai peut-être, et puis peut-être Yann nous voudra plus parler de Claude Joly, qui est un de ces personnages très importants au XVIIe siècle, qui va faire entrer un certain nombre d'ouvrages médiévaux dans la cathédrale. Mais par exemple, Jean de Courtecuisse, qui est un évêque des années 1420 de Paris, on sait que dans sa bibliothèque, enfin qu'il donne à la bibliothèque de Notre-Dame des manuscrits de Cicéron, manuscrits de Terence. En fait, ces chanoines et surtout ces évêques aussi, les deux en fait, ce sont d'éminents lettrés, souvent à minima maîtres en théologie de l'Université de Paris, mais qui enseignent parfois aussi, qui sont soit des théologiens mais aussi des experts en droit, et qui d'ailleurs peuvent avoir des fonctions à des cours ou des parlements, des chambres des comptes, etc. éminentes, et donc ils ont une bibliothèque effectivement variée qui les intéresse. On parlait de Christine de Pisan, enfin on parlait du roman de la Rose, mais ça évoque évidemment Christine de Pisan, La Cité des Dames, qui prend position au XVe siècle sur la question de la femme traitée telle qu'elle est dans le roman de la Rose. Eh bien, un des plus anciens témoignages de la Cité des Dames, de ces manuscrits, entre, alors pas au Moyen-Âge, avec Claude Joly, donc au XVIIe siècle, dans la bibliothèque de Notre-Dame. Il faut avoir en tête que cette bibliothèque, parce que c'est la bibliothèque de l'évêque de Paris, que c'est la bibliothèque de la cathédrale de Paris, elle a sans doute quand même une dimension intellectuelle, je dirais pas, parce que je veux pas faire de l'ombre, et on connaît pas très bien d'ailleurs encore, c'est vraiment des projets de recherche à mener, le contenu des bibliothèques des autres grandes cathédrales de France et d'Europe, enfin de France en tous les cas, mais cette bibliothèque de Paris, cette bibliothèque de la cathédrale de Paris, je pense qu'elle a quand même une dimension intellectuelle assez, sans égale. Et c'est vraiment ça qui est important, et d'ailleurs, quand vous l'expliquez à Séverine Le Pape, Christine de Pisan se trouve dans Notre-Dame, Notre-Dame, enfin la cité des Notre-Dame.
Amour, écoute ma complainte, Christine de Pisan par l'ensemble Vocamé dans le cours de l'histoire sur France Culture. Et puisque nous évoquons Christine de Pisan, direction l'exposition Feuilleté Notre-Dame, chef-d'œuvre de la bibliothèque médiévale au musée de Cluny à Paris, où nous retrouvons Charlotte de Noël. C'est un manuscrit extraordinaire, d'abord parce qu'il contient le texte de l'un des ouvrages les plus célèbres de Christine de Pisan, qui était une grande lettrée du Moyen-Âge, qui a vécu au XVe siècle, et qui est l'une des premières femmes, qui est sans doute tout simplement la première femme médiévale à avoir lu vivre de sa plume, parce qu'elle a perdu très tôt son mari et son père, qui ne lui avait laissé aucune fortune, et donc elle a dû vivre de sa plume. Elle a écrit un certain nombre d'œuvres qui sont très diffusées au Moyen-Âge. L'une des plus connues est cette Cité des Dames, qui est un ouvrage allégorique qui brosse le tableau d'une cité féminine où les femmes occupent une position politique et sociale dans cette cité. Donc, évidemment, Christine de Pisan était une féministe avant l'heure et il était fermement convaincu que les femmes avaient un rôle politique et social à jouer. Et le manuscrit que nous avons là, et qui a été légué par Claude Joly à Notre-Dame, est le plus ancien témoin de l'ouvrage de Christine de Pisan, qui date précisément de 1405, année de la rédaction de l'ouvrage par Christine de Pisan. C'est étonnant de trouver cet ouvrage-là, Christine de Pisan, à Notre-Dame, avec ses intermédiaires. Le nom de Claude Joly a été plusieurs fois cité dans cette émission, parce que là, nous sommes au XVIIe siècle, vers la fin du XVIIe siècle, et lui, il joue un rôle important dans cette histoire, Yann Sordet, de la bibliothèque de la cathédrale Notre-Dame. Oui, absolument. Claude Joly est un de ces grands bibliothécaires, hein, et il est chanoine de Notre-Dame, il est chantre de Notre-Dame et il est de toute évidence bibliophile, osons le terme. C'est lui-même un collectionneur de livres. Alors il se trouve que sa collection personnelle a été aussi alimentée par voie familiale, parce que c'est un petit-fils d'Antoine Loisel. Antoine Loisel, c'est un homme du XVIe siècle, un ami de Montaigne, un correspondant de Montaigne. Et Antoine Loisel se trouve à Paris pendant les guerres de religion, en 1567, lors de l'irruption des protestants dans le cloître et dans la bibliothèque du monastère de Saint-Denis. Donc l'abbaye de Saint-Denis est pillée, la bibliothèque de Saint-Denis, bibliothèque d'origine médiévale, est pillée et en partie dispersée. Et Antoine Loisel, alors soit met la main, soit protège ou sanctuarise un certain nombre de manuscrits qu'il va ensuite léguer à Claude Joly. Donc la bibliothèque personnelle de Claude Joly, hein, c'est une bibliothèque colossale. C'est plusieurs centaines de volumes, dont certains volumes manuscrits médiévaux proviennent de l'abbaye de Saint-Denis. Et au terme de son activité de bibliothécaire, il va faire confluer sa bibliothèque personnelle de chanoine et la bibliothèque capitulaire dont il a eu la charge. C'est un des premiers grands accroissements à l'époque moderne de cette bibliothèque capitulaire, qui oriente cette bibliothèque dans la direction d'un certain encyclopédisme, si je puis dire. La bibliothèque médiévale, de toute évidence, elle est constituée sur une base de liturgie, de textes bibliques, sans doute quelques textes universitaires, les sentences de Pierre Lombard. Il y a forcément plusieurs manuscrits des sentences de Pierre Lombard, un peu de patristique, mais l'ouverture vers les langues profanes et les langues vernaculaires, l'ouverture vers l'encyclopédisme, elle est liée à ces grands accroissements. Donc le premier d'importance, c'est ce legs de Claude Joly. On en reparlera peut-être, parce que Claude Joly a le souhait, initialement, lorsqu'il formule son intention, de rendre cette bibliothèque public. Donc il retrouve par là une utopie médiévale qui a déjà été formulée au Moyen-Âge, faire en sorte que la bibliothèque de Notre-Dame soit publique. Et puis, à la génération suivante, enfin au milieu du XVIIIe siècle, un autre grand bibliothécaire, Armand-Victor Guichon, va laisser sa collection personnelle à la bibliothèque dont il a assuré la responsabilité. Et il se trouve que Armand-Victor Guichon était, entre autres choses, le beau-frère de Perrault, le Perrault des comtes de Perrault, qui était surintendant des bâtiments du roi, qui était poète, qui était un grand personnage, qui était membre de l'Académie française, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et une part des archives poétiques et des manuscrits littéraires de Perrault se trouve donc désormais à Notre-Dame.
par cet intermédiaire bibliothécaire, du fait du legs voulu par Guichon. Ils sont incroyables, ces transferts comme ça, on le voit parce qu'on peut lire les poèmes de Perrault et les écrits patristiques, donc relatifs au père de l'Église, avec cette bibliothèque qui ne produit rien, c'est ce que vous nous disiez, Séverine Le Pape. Mais moi j'aimerais bien comprendre, Émilie Cautreau, expliquez-nous comment ça fonctionne, parce qu'il y a l'Université de Paris, il y a Notre-Dame, qui produit du document, parce que Notre-Dame ne produit pas grand-chose en fait, en texte, en écrit, qui vont peu à peu enrichir la bibliothèque. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a la production de manuscrits et la production de textes. Alors, pour ce qui est de la production de manuscrits, Séverine Le Pape l'a dit tout à l'heure, il n'y a, à notre connaissance, pas de scriptorium dans la cathédrale ou dans l'enclos canonial. Et donc, on a par ailleurs très peu de mentions de commandes d'ouvrages, même de commandes à l'extérieur. Alors, c'est peut-être lié à la perte des livres de contes, parce que malheureusement, nous avons perdu les livres de contes pour la période médiévale, mais il est probable quand même que Notre-Dame bénéficie de tellement de legs, de dons de chanoines à leur mort, d'évêques, beaucoup, que tous ces legs et ces dons suffisent à accroître le fonds. Alors, on a quelques exemples de commandes, mais c'est vraiment très isolé, qu'on retrouve dans les registres capitulaires. On nous dit qu'on a payé pour la fabrication de psautiers, etc. Donc, pour ce qui est des manuscrits, on ne produit pas manifestement de manuscrits à Notre-Dame. On en commande peut-être quelques-uns, en effet, dans les alentours, puisque le quartier des métiers du livre est vraiment autour de Notre-Dame. Mais en revanche, Notre-Dame reçoit beaucoup de manuscrits, de legs et de dons. Et on en a dès le XIIe siècle, et puis ça se poursuit pendant toute la période médiévale et au-delà. Pour ce qui est de la production de textes, on a quand même des personnages qui sont, au contraire, des personnages de premier plan. Donc on a en effet les écolâtres célèbres, Guillaume de Champeaux, Abélard, Pierre Lombard, et puis ensuite on a des personnages qui sont à cheval, qui articulent université et Notre-Dame. On peut penser à Gerson par exemple, mais il y en a plein d'autres. Je pense que Séverine a aussi des éléments sur cette question-là. Oui. Cette relation entre effectivement Notre-Dame et l'Université de Paris, elle est très forte, même avant l'Université de Paris. Émilie a parlé de cette école cathédrale de Notre-Dame au XIIe siècle, qui est absolument fondamentale parce qu'elle est vraiment le lieu. Je ne suis pas une spécialiste du tout de ces questions-là, mais tout bon médiéviste sait que cette école cathédrale qui a eu Guillaume de Champeaux, Pierre Abélard, Pierre Lombard, Pierre Le Mangeur, c'est un foyer intellectuel et de base de la liturgie de la théologie scolastique essentielle, avec l'idée d'avoir des instruments qui permettent de comprendre les différents sens de l'écriture. C'est le livre des sentences de Pierre Lombard, avec cette idée qu'il faut une histoire scolastique, etc., avec cette idée qu'il faut qu'on puisse avoir un raisonnement dialectique. Et tout ça se concrétise, j'ai envie de dire, dans une autre organisation qui est l'Université de Paris, mais qui sera toujours en relation très forte avec nos chanoines, avec nos évêques, à telle enseigne d'ailleurs qu'au sein de la cathédrale, l'évêque, par exemple Étienne Tempier, on en montre un très bel exemplaire très tôt d'ailleurs, au sein de l'exposition, l'évêque donc de Paris, Étienne Tempier, en 1277, décide quand même que toute cette agitation autour des thèses, de la réception de la philosophie d'Aristote via Averroès, sans le soufre, et qu'il faut prendre des mesures. Donc il fait écrire 219 propositions qu'il imagine, ou que son entourage imagine être enseignées à l'Université de Paris. On sait qu'aujourd'hui c'est peut-être quand même beaucoup plus compliqué que cela. Elles sentent le soufre parce qu'elles sont jugées hérétiques, parce qu'elles, par exemple, elles parlent du fait que le monde n'a pas été créé, il est éternel de tout temps. Oh là là. Qu'il n'y a pas une seule vérité, mais qu'il y en a deux. La vérité de la foi et puis la vérité de la raison. Enfin, tout ça, quand même, évidemment, ce cher Étienne Tempier trouve que ça fait beaucoup. En plus, tout ça est, dit-on, bien agité par un philosophe qui s'appelle Sigé de Brabant, qui est actif à ce moment-là, qui enseigne à l'Université de Paris.
Donc il prend une résolution très ferme en tant qu'évêque, il le peut, donc de faire copier ces 219 propositions qui forment donc un corpus contre lequel l'orthodoxie théologique doit réagir. Et on a dans notre belle exposition, donc on a entendu Charlotte de Noël, je voudrais aussi parler d'Éric Landgraf qui est chez nous chef de service de la documentation, qui a beaucoup aidé Charlotte à faire cette exposition. Pas la première parce qu'on n'en est pas sûr, mais en tout cas une copie contemporaine quasiment, enfin de la même époque que la condamnation en 1277, ce latin 17476, qui est un manuscrit qui paye pas de mine, mais qui est absolument essentiel en fait pour la question intellectuelle. Et ça se passe à la cathédrale de Paris. Hein. C'est bien là que ces réflexions philosophiques et théologiques se font aussi en ping-pong, j'ai envie de dire là pour le coup, en opposition avec l'Université de Paris au XIIIe siècle. Ah oui, on voit bien combien c'est vif. Et puis, faut le rappeler, l'université, c'est un lieu à Paris, mais c'est pas très loin de Notre-Dame. Donc les échanges sont constants. Et les échanges sont constants, mais à travers toute l'Europe, parce que c'est clair voyage. On a beaucoup cité Pierre Lombard. Là, on est au XIIe siècle, c'est un Italien. Pierre Lombard, oui, mais Pierre Lombard arrive à Paris et dans l'exposition au musée de Cluny, feuilleté Notre-Dame, eh bien, Charlotte de Noël nous en parle. Nous savons que Pierre Lombard a donné son exemplaire personnel du livre des sentences à Notre-Dame à sa mort. Malheureusement, on n'a pas conservé l'exemplaire de ce livre, mais on a conservé un autre manuscrit des œuvres de Pierre Lombard qui se trouvait dans la bibliothèque de Notre-Dame au Moyen-Âge. C'est un commentaire sur les épîtres de Saint Paul. Et la particularité de ce manuscrit, c'est que d'abord, c'est un livre de théologie, mais extrêmement bien enluminé, fait avec un décor très affiné. Et c'est un manuscrit qui n'a pas été copié à Notre-Dame, puisque Notre-Dame ne possédait pas de scriptorium au Moyen-Âge. Donc elle faisait copier ses livres dans les centres de copie environnants, ou bien dans les ateliers de copie qui se sont constitués à l'ombre de l'Université de Paris. C'est un manuscrit qui date de la seconde moitié du XIe siècle, précisément dans les années 1860-1870, c'est-à-dire juste après la mort de Pierre Lombard. Les enluminures de ce manuscrit étaient très précieuses, parce qu'elles étaient exécutées avec des matériaux précieux, des pigments et puis de l'or. Et pour protéger ces enluminures, à un moment donné de l'histoire du manuscrit, on a cousu des serpentes, c'est-à-dire des petites pièces de tissu qui étaient abattues sur les enluminures pour les protéger de la lumière. Et on a conservé encore ces serpentes dans ce manuscrit. Oui, les serpentes, on le voit dans l'exposition feuilletée Notre-Dame, c'est cousu, parce qu'il faut rappeler, c'est pas du papier, c'est du parchemin, donc on peut coudre dessus et pour protéger, mais ce qui signifie qu'il y avait la conscience que ici, à cet endroit d'une très belle lettre ornée, nous avions une œuvre d'art et qu'il fallait la protéger. C'est intéressant à voir aussi l'usage fait des livres. On a évoqué cette notion de patrimoine qui est anachronique pour le Moyen-Âge, mais malgré tout, il y a entre la sacralité, l'objet particulier, le trésor de Notre-Dame, tout un jeu ici qui s'opère et qui permet d'expliquer le déplacement des livres. Mais chercheuses, chercheurs, la limite c'est la source, pas d'inventaire ou très peu de documents. Comment on reconstitue en fait cette bibliothèque de Notre-Dame? Donc déjà, faut aller à la Bibliothèque nationale de France pour voir les 301 manuscrits. Oui, au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, mais aussi à la Bibliothèque de l'Arsenal, mais aussi à la Bibliothèque Mazarine. Chez vous, il y a une Sorbet. En tout cas, cette question des sources, elle est importante. Et donc, il y a quatre grandes familles de sources mobilisées par les chercheurs pour essayer de reconstituer et de comprendre la présence des livres dans les bibliothèques de Notre-Dame et le fonctionnement de ces bibliothèques. Donc la première source la plus ancienne, c'est les obituaires et les nécrologes. C'est les sources. On mentionne une notice livrée à l'occasion de la mort d'un chanoine ou d'un donateur est l'occasion de préciser, de rappeler les intentions, les legs, les donations qu'il a faites. Les premiers livres destinés à la cathédrale et à la bibliothèque capitulaire se trouvent dans ces sources-là. Ensuite, il y a bien évidemment les inventaires, les inventaires que
nous connaissons à partir du XIVe siècle pour la bibliothèque du Trésor, des inventaires partiels dont nous disposons, qui se trouvent conservés pour l'essentiel aux Archives nationales aujourd'hui, pour la bibliothèque capitulaire. Mais le premier catalogue global, ou a priori global, de cette bibliothèque de Notre-Dame est assez tardif. Il faut attendre la décennie 1730. C'est ce catalogue de 1733 dont nous reparlerons peut-être parce qu'il fait l'objet d'un vaste projet d'édition électronique en ce moment. Il y a aussi les registres de délibération capitulaire dont Émilie parlera sans doute. C'est une archive absolument colossale, 170 volumes, je crois, du Moyen-Âge jusqu'à la suppression du chapitre en 1790. C'est une mine d'informations sur la vie économique, sur la vie sociale aussi de Notre-Dame et sa vie intellectuelle. Sans aucun équivalent. Et puis il y a les volumes eux-mêmes, ces volumes qui portent les traces de leur passage à Notre-Dame. Donc que ces volumes soient aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, à la Mazarine, mais aussi à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, on en a retrouvé à Sainte-Geneviève, à la Sorbonne, ils portent un certain nombre de traces. Ça peut être très discret, ça peut être une relure de parchemin vert. On sait qu'une campagne de relure de parchemin vert a été lancée dans les années 1730 justement, par ce bibliothécaire Guichon sur les exemplaires de la bibliothèque du chapitre, mais ça peut être des ex-libris, ça peut être des ex-dono, une mention particulière qui permet de rattacher ce livre à Notre-Dame et qui permet de spécifier le temps de son arrivée et les modalités de son arrivée à Notre-Dame. Donc les historiens prospectent ces différentes sources, en mesurent la véracité, les lisent, les analyses. Voilà, c'est toute l'instrumentation de l'historien ensuite qui est mobilisée. Voilà, il faut partir à la recherche. 1756, on l'a dit, c'est la vente de 300 manuscrits qui sont rachetés par la Bibliothèque royale. Physiquement, elle est où cette Bibliothèque royale d'ailleurs au XVIIIe siècle c'est qui la récupère en fait? Alors, à cette époque-là, elle est déjà installée sur ce qu'est le site historique de la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, dans un ensemble de bâtiments dans lequel se trouvait l'hôtel de Colbert et l'hôtel particulier de Mazarin. Avec ces documents exceptionnels, des manuscrits, on a cité Christine de Pisan, des choses qui nous émeuvent tellement c'est beau et ça nous touche par l'esthétique et puis par la profondeur, la charge temporelle de l'objet. Et puis après, il y a le document utile, pratique, de l'écriture, du quotidien, ça sont les chanoines. Et là, il faut étudier la chose. Émilie Cotreau, on a entendu ce travail lié aux outils les plus récents. Alors, expliquez-nous un peu ces projets. Alors en effet, il y a un projet donc extrêmement novateur et riche de découvertes, qui est le projet ENDP. Donc c'est un projet ANR qui a été mené par Julie Claustre et Darwin Smith, et puis toute une équipe derrière eux, qui a proposé donc de renouveler la connaissance de Notre-Dame en partant notamment de l'édition, une édition collaborative de registres capitulaires. Donc on a 26 registres qui sont conservés, qui vont de 1326 jusqu'en 1504, et dans lesquels sont conservées les décisions en fait du chapitre plusieurs fois par semaine concernant toute une série de sujets. Ça peut concerner des terres qui sont détenues par le chapitre, une fuite d'eau, voilà, des problèmes matériels, mais aussi les livres. Et on a donc fait ce travail, alors en effet en utilisant l'intelligence artificielle. Je crois que Julie Claustre était déjà venue dans le cours de l'histoire nous expliquer un peu l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc l'idée c'est, en résumé, c'est en effet d'entraîner la machine. Alors moi je ne suis pas du tout spécialiste non plus, donc on a été toute une équipe a transcrit une série de feuillets, et ensuite on les a fournis en quelque sorte à la machine, qui ensuite a été capable de fournir une transcription donc je crois que c'est 14 000 pages, donc c'est considérable. Alors il y a bien sûr des petits taux d'erreur, etc., mais qui sont minimes. On est à plus de entre 85-90% de reconnaissance des caractères, et avec des petits logiciels on arrive par ailleurs à
faire abstraction de ces petites erreurs, et on peut donc chercher des informations dans les registres. Et pour les livres, voilà, on interroge cette base de données qui est en accès libre, que tout le monde peut aller voir sur le web, et on cherche par exemple, voilà, pour ma part, des bréviaires, des micelles, voilà, et on trouve énormément d'informations sur ces livres, et sur plein d'autres sujets bien sûr, mais aussi sur ces livres qui circulent, et donc on les voit arriver, ils sont... voilà, on voit les legs, on voit les dons, qu'on voyait aussi dans d'autres types de sources, mais on les voit arriver, des livres qui sont présentés au chapitre, le chapitre qui discute de ce qu'on va faire de tel livre, etc. etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement vivant, et qui dans certains cas, et là c'est le rêve pour le chercheur, rentre en connexion avec des manuscrits conservés et avec des inventaires. Et donc là, quand on a le cas de manuscrits, peut-être Séverine Leval va en parler, notamment les manuscrits de Gérard de Montaigu, pour lesquels on a à la fois les manuscrits qui sont conservés, à la fois à la bibliothèque de l'Arsenal et à la Mazarine, Bréviaire et Micelle. Donc on a les manuscrits conservés avec déjà des notes dedans qui racontaient un petit peu leur histoire. On les retrouve mentionnés dans les registres capitulaires qui permettent de comprendre mieux leur histoire, et en plus, cerise sur le gâteau, pour le missel, on le retrouve mentionné dans un des inventaires du trésor, où on voit qu'il est ajouté, et en plus on nous dit que selon la période de l'année, il va être utilisé soit soit il est conservé au trésor, soit il est utilisé dans le chœur. Donc là, c'est le rêve pour le chercheur. Et peut-être que Séverine peut revenir sur ce manuscrit. Oui, parce que ce Gérard de Montaigu, c'est quand même un évêque, moi, qui suscite chez moi beaucoup d'empathie. Il est arrivé un peu au mauvais moment, le pauvre, hein, puisqu'il est évêque de 1409 à 1420, en pleine tourmente, si je puis dire, de guerre civile entre, d'un côté, peut-être vos auditeurs connaissent l'histoire, des Armagnacs, des pro-Armagnacs et des pro-Bourguignons, c'est-à-dire que le pouvoir royal est tellement affaibli qu'il y a des factions rivales qui se créent, essentiellement nobiliaires, politiques, avec d'un côté le parti du futur Charles VII, le dauphin, sa belle famille, des Armagnacs, et puis de l'autre les Bourguignons, sur en plus une trame quand même assez violente de meurtre, etc. Bon, je rentre pas dans les détails. Ce pauvre Gérard de Montaigu, il a déjà choisi son camp, si je puis dire, et c'est là que les ennuis commencent, puisqu'il est évêque de Poitiers, mais aussi chancelier de Jean de Berry. Donc Jean de Berry reste neutre d'une certaine manière, mais enfin on lui connaît plutôt des sympathies pour les Armagnacs. Et quand il devient évêque de Paris en 1409, ça sent vraiment le roussi pour lui. Alors il reste en place, mais très rapidement, avec toutes ces péripéties, les troupes bourguignonnes finissent par envahir Paris en 1418, et il doit fuir en Touraine parce qu'il est vraiment identifié comme un adversaire des Bourguignons. Et c'est un évêque, il a une bibliothèque et des manuscrits très précieux. Et on sait, grâce à toutes ces indices qu'Émilie a mentionnés, toutes ces sources, qu'il emporte avec lui, ou plus exactement, il confie un certain nombre de livres, c'est les plus précieux, c'est-à-dire au moins un missel et un bréviaire, au chapitre de l'abbaye de Saint-Martin de Tours, parce que voilà, il s'est réfugié en Touraine et il pense que c'est cette abbaye qui va être le lieu le plus propice à la conservation de ses ouvrages. Et chose intéressante, donc lui meurt peu de temps après, l'abbaye tient parole et restitue les ouvrages à la cathédrale en 1445. Et donc on a une quittance qui explique que ces manuscrits retournent à la cathédrale. Et il s'en est bien trouvé, parce que par exemple l'autre manuscrit qui est mentionné, qui est un pontifical, un autre manuscrit liturgique, qu'il n'avait pas pris soin de prendre avec lui, eux sont confisqués par les Bourguignons et viennent ensuite enrichir la bibliothèque royale de l'époque de 1422, qui ensuite elle-même est disséminée, parce qu'à la mort de Charles VI, la bibliothèque va du côté des Bourguignons, en tout cas des Anglo-Bourguignons avec Jean de Montcastre, et puis ensuite elle est complètement dispersée. Donc c'est un bel exemple aussi, je trouve, ce Gérard de Montaigu, du rôle politique que peuvent avoir certains personnages, du rôle politique qui s'entremêle évidemment de leur bibliothèque et de cette vie intellectuelle si importante. Oui, parce qu'il y a de la politique aussi dans tous ces manuscrits, dans tous ces livres, et c'est le cas avec Jeanne d'Arc. Oui, on ne s'attendrait pas à retrouver Jeanne d'Arc, mais on la croise à Notre-Dame. Charlotte de Noël nous explique. Jeanne d'Arc est évidemment une figure de cette expédition, puisque Jeanne d'Arc a beaucoup d'interactions avec Notre-Dame. D'abord, beaucoup de chanoines de Notre-Dame ont participé au procès en condamnation de Jeanne d'Arc.
Mais par la suite, un des évêques de Paris, Guillaume Chartier, a été l'un des artisans du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Tout simplement parce que c'est cet évêque de Paris, qui était Guillaume Chartier, vers le milieu du XVe siècle, a été pris à partie sur le parvis de Notre-Dame par la mère de Jeanne, qui s'appelait Isabelle Romé, et qui a demandé directement à l'évêque de réhabiliter sa fille. Dans la foulée de cette demande, Guillaume Chartier, qui était alors évêque de Paris, a initié le procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc. Et il a fait copier pour sa bibliothèque personnelle un exemplaire du texte du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Et nous avons eu la chance de conserver cet exemplaire qu'il a donné ensuite à Notre-Dame. Et l'exemplaire que vous avez sous les yeux est un très bon manuscrit de grand format, enluminé, ce qui n'est pas toujours le cas des livres juridiques de cette époque, surtout pour un texte d'un procès, et surtout c'est la copie authentique du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, qui a été signé à chaque page par les deux notaires de la cause de l'époque. Donc c'est vraiment un exemplaire très émouvant de l'histoire de Jeanne d'Arc, depuis son engagement dans la guerre de 100 ans jusqu'à sa réhabilitation, et c'est aussi un témoin du rôle politique que les évêques de Notre-Dame pouvaient jouer à l'échelle du royaume de France. Charlotte de Noël, commissaire de l'exposition Feuilletée Notre-Dame, chef-d'œuvre de la bibliothèque médiévale au musée de Cluny, avec la collaboration d'Éric Landgraf, vous l'avez dit, qui est responsable du service de la documentation de la bibliothèque et des archives du musée de Cluny. Il y a un peu de tout dans cette bibliothèque, c'est ça qui est admirable. Alors, moi, je m'adresse à vous, Séverine Lepape, Émilie Cotreau. Yann Sordet n'écoute pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus ancienne bibliothèque publique de France, Notre-Dame ? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On le dit notamment parce qu'il y a un certain nombre de mentions, Émilie les aura peut-être en tête plus précisément que moi, de legs qui sont faits vraiment à destination des étudiants pauvres de l'Université de Paris. Alors, quelles étaient les modalités de cette consultation? Comment ces étudiants pauvres pouvaient venir dans cette bibliothèque? On a vu qu'en plus, cette bibliothèque, elle était polymorphe. Ça, c'est difficile encore à comprendre, mais peut-être qu'Émilie a quelques éléments justement nourris par cette connaissance des registres capitulaires. Alors, dans les registres capitulaires, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'informations là-dessus. Alors, je ne sais pas si l'expression bibliothèque publique est complètement adaptée, en tout cas par rapport à notre manière d'envisager les choses, mais c'est vrai qu'à la période médiévale, au XIIIe siècle, on a des dons des legs, dans lesquels les donateurs disent explicitement qu'ils veulent que les ouvrages servent aux étudiants pauvres et qui donc soient accessibles au-delà du seul monde des chanoines. Et Yann Sordet, vous êtes le conservateur de la bibliothèque Mazarin, c'est le XVIIe siècle, présentée comme la plus ancienne bibliothèque publique de France, aussi, on va dire, pour le dire simplement. Oui, mais cela dit, il y a un lien entre les deux établissements. La vocation publique existe à Notre-Dame, mais le premier historien de la bibliothèque de Notre-Dame, c'est Alfred Franklin, qui publie en 1863 la première monographie sérieuse documenté par les sources archivistiques sur l'histoire de la bibliothèque de Notre-Dame. Et Alfred Franklin, il est fasciné par cet objectif de publicité parce que c'est l'administrateur de la bibliothèque Mazarine. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Merci vivement à tous les quatre, Yann Sordet, Émilie Cotreau, Séverine Lepape et Charlotte de Noël, de nous avoir fait visiter cette bibliothèque avec, pour terminer quand même, un clin d'œil à ceux et celles sans qui tout cela n'existerait pas. Et oui, nous parlons de parchemin. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une édition réalisée par Sam Bakias avec aujourd'hui la technique Alex Dang, émission préparée par Jeanne Coplet, Jeanne Delecroix, Raphaël Lalonde, Chloé Rouillon et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.